Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler d'économie, on va pas parler de politique, mais je voulais vous parler d'une femme. Cette femme représente l'élégance française et je pense bien sûr à Coco Chanel. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la vie de Coco Chanel. Personnellement, je ne connaissais pas sa vie avant de préparer ce podcast. Si sa force de caractère et son succès sont si admirables, ils font difficilement oublier ses manigances durant l'occupation de Paris par l'armée nazie et son comportement parfois tyrannique envers ses couturières. Alors préparez-vous, aujourd'hui j'ai décidé de vous plonger dans l'univers de Coco Chanel. Gabrielle Chanel est née à Saumur le 19 août 1883 et a grandi en Auvergne. Elle est la deuxième d'une fratrie de 7 enfants. Son père, Henri-Albert Chanel, est marchand sur les foires et sa mère, Eugénie-Jeanne Devol, est couturière. La petite Gabrielle est solitaire et aime se réfugier dans la rêverie. Elle porte une grande affection à son père, un homme infidèle, alcoolique, qui ne prête guère attention à ses enfants. Toutefois, Gabrielle est sa fille préférée. Il l'appelle son petit Coco. Gabrielle n'a que 12 ans lorsque sa mère meurt, à 32 ans. Après la mort de leur mère, les enfants se retrouvent abandonnés par leur père. Gabrielle est accueillie durant 1 an chez des cousins, qui en réalité se servent d'elle comme bonne à tout faire. Elle est ensuite placée avec ses sœurs à l'orphelinat d'Aubazine, en Corrèze, où elle restera 6 ans. À 18 ans, elle s'installe à Moulins, chez une tante. Elle apprend le métier de couseuse à l'Institut Notre-Dame, puis travaille dans un atelier de couture. Tout au long de ces années sombres, Gabrielle est portée par un désir farouche d'échapper à une vie de misère. D'ailleurs, Gabrielle a peu parlé de son enfance, sans doute par pudeur, a évoqué des souvenirs marqués par l'abandon et la misère. À l'orphelinat, plus solitaire que jamais, elle s'invente des histoires. De cette époque daterait sa tendance à la mythomanie, un trouble caractérisé par le besoin de s'inventer une vie autre que la sienne. Elle a ainsi toujours affirmé que son père avait fait fortune en Amérique. Mais Gabrielle ne sera pas cousette toute sa vie. Elle quitte l'atelier pour chanter dans un café-concert de Moulins, fréquenté par les militaires. Dorénavant, la jeune fille se fait appeler Coco. Avec sa fine silhouette, ses longs cheveux et son regard sombre, elle est très courtisée. Elle séduit le riche Étienne de Balsan, officier et éleveur de chevaux, qui lui enseigne les codes de la haute société. À ses côtés, elle fait ses premiers pas dans le monde et observe les tenues des hommes dont elle s'inspire pour faire ses propres vêtements. Sa mode est d'abord pour elle-même qu'elle la crée. Pour vous donner un peu de contexte, il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, les boutiques de prêt-à-porter n'existent pas encore. On fait faire ses vêtements sur mesure. Aller chez la couturière est une activité sociale. On y passe beaucoup de temps. On y rencontre d'autres clientes. On discute.
Les tenues que portent alors les femmes sont très loin de celles que va proposer Coco, inspirées des habits masculins qu'elle voit aux champs de course, sur les terrains de golf ou de tennis et les yachts. De plus, Coco Chanel a évolué pendant la Belle Époque. C'est le nom donné à la période qui couvre la fin du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Cette expression, à la fois joyeuse et nostalgique, témoigne de l'enthousiasme qui règne durant ces années en France. On a confiance dans la science et le progrès. Les campagnes sont moins isolées grâce à l'essor du chemin de fer. Paris connaît une activité artistique foisonnante. Tout cela semble promettre des jours heureux. C'est dans ces années d'insouciance que Coco se fait connaître et que sa carrière débute. En 1909, Coco tombe follement amoureuse d'un homme d'affaires fortuné, propriétaire d'une écurie de polo. Cet homme, c'est un Anglais, Arthur Capel, surnommé Boy. Il lui avance l'argent pour ouvrir sa première boutique, Chanel Mode, au 21 de la rue Cambon, à Paris. Elle y propose des petits chapeaux assez simples, qui se portent bas sur le front. Le succès est immédiat. À la même époque, on voit Coco sur les champs de course, habillée de ses créations, des tenues sobres, à l'allure décontractée et sportive, qu'elle va bientôt proposer à ses clients. Elle a inventé un style. Elle a inventé un style. Bientôt, elle ouvre une autre boutique à Deauville, puis une autre à Biarritz. Le 28 juillet 1914 éclate la Première Guerre mondiale. Malgré ce bouleversement, les femmes de la riche société continuent de fréquenter les boutiques Chanel, qui ne désemplissent pas. Coco trouve des solutions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et de tissus. Elle se procure des pièces de jersey, utilisées à l'époque pour les sous-vêtements d'hommes. Les clientes de Coco, qui pour certaines s'occupent des affaires en l'absence de leur mari, parti au front, délaissent les robes difficiles à enfiler et à porter. Elles adorent les tenues fluides de Coco, dans lesquelles elles se sentent pleinement libres de leurs mouvements. Vive, pleine de charme, décalée, la jeune Coco séduit. Elle vit sa passion avec Arthur Capel, qui se marie avec une autre sans que cela ne mette fin à leur relation. Mais, en 1919, Arthur meurt dans un accident de la route. Coco a beaucoup de mal à s'en remettre, et Boy resta son plus grand amour. Elle voit une haine pour les voitures, jusqu'à la fin de ses jours. Après ce drame, elle a des liaisons avec plusieurs célébrités. Le grand-duc Dimitri de Russie, le duc de Westminster, réputé l'homme le plus riche d'Angleterre, le poète français Pierre Reverdy. Libre, indépendante, elle aime vivre entourée de ses amis artistes. Elle ne se maria jamais, d'où son surnom de Mademoiselle, et n'eut jamais d'enfant. En 1921, Coco ouvre au numéro 31 de la rue Cambon, à quelques mètres de sa toute première adresse, une nouvelle boutique et installe ses bureaux et ateliers au numéro 23,
à 27. La même année, elle travaille avec le parfumeur Ernest Beau, dont les créations se distinguent des fades senteurs de fleurs, alors en vogue et que déteste Coco. Elle veut ses propres parfums. Beau lui présente des essais, numérotés de 1 à 24. Coco s'arrête sur le 5. Le célébrissime numéro 5 est né. Il lui assurera la fortune. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Coco est à la tête d'un empire. 1939. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et bientôt Paris est occupé par les Allemands. À la surprise générale, Coco ferme sa maison de couture. Elle licencie 2500 personnes, mais conserve sa boutique de la rue Cambon, où elle continue de vendre ses parfums. Lorsque le luxueux hôtel du Ritz, où elle est installée depuis 1937, est réquisitionné en 1940 par l'armée allemande, elle décide d'y rester. Elle côtoie les officiers nazis et tombe amoureuse d'un Allemand, le baron Hans-Günther von Dicklage, un cadre des services secrets de l'armée. Sous l'occupation allemande, le gouvernement français, dirigé par Philippe Pétain, collabore avec les nazis. Il organise notamment la spoliation des Juifs, la confiscation de leurs biens. Coco tente d'en profiter pour s'attribuer la propriété de son parfum numéro 5, qui appartient aux Wertheimer, une famille juive qui s'est réfugiée aux États-Unis pour échapper aux persécutions. Mais elle ignore qu'avant leur départ, les Wertheimer ont cédé la société à un de leurs amis, pour précisément la protéger des spoliations. La requête de Coco reste donc vaine. Elle est ivre de rage. Son amant, von Dicklage, lui propose alors un marché. Devenir espionne pour les nazis. En échange, il l'aidera à récupérer son parfum. Recrutée en 1940 pour l'opération Modelhut, chapeau de couture en allemand, elle participe à un projet de paix, séparé entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais elle est dénoncée. C'est un fiasco. Après la libération de Paris, le 29 août 1944 et le départ de l'armée allemande, Coco Chanel est arrêtée dans sa suite du Ritz, soupçonnée d'avoir collaboré avec les nazis. Elle est rapidement libérée, peut-être grâce à l'intervention du Premier ministre britannique, Winston Churchill, qu'elle compte parmi ses relations. En septembre 1944, Coco s'exile en Suisse, où elle retrouve son amant. Elle s'installe au bord du lac Léman, où elle peut de nouveau séjourner dans les hôtels luxueux. Sa richesse est acquise grâce à la vente de ses parfums dont elle finit par récupérer les droits. Elle mène une vie mondaine et prépare son retour en France. Il est temps, car pendant ce temps, à Paris, un nouveau couturier s'impose, Christian Dior, dont les collections mettent en valeur des tailles fines. Une régression aux yeux de Coco. De retour à Paris, Coco rouvre sa maison de couture, restée fermée pendant presque 15 ans. Elle se remet au travail avec acharnement et impose une de ses plus grandes créations, devenue l'emblème de sa marque, le tailleur en tweed, avec ses poches plaquées,
et ses 4 boutons, comme 4 bijoux. Elle lance aussi la mode des chaussures bicolores, noir et blanc, et crée le sac matelassé à chaîne, doré. Et crée le sac matelassé à chaîne dorée, le 2,55, ainsi nommé parce qu'il a été lancé en février 1955. Mais la société change. En mai 1968, les étudiants descendent dans la rue et les ouvriers occupent les usines pour réclamer plus de droits, d'égalité et de liberté. La mode est aux cheveux longs, aux jeans, aux mini-jupes, qui laissent voir les genoux, que Coco trouve affreux. Tout cela heurte la vieille mademoiselle, qui devient de plus en plus aigrie et se mure dans le travail. Autoritaire, acariâtre, elle passe ses nerfs sur son personnel et ses mannequins. Il lui arrivait de couper une robe pour humilier la première couturière, qu'il avait trop bien réussi, raconte une de ses collaboratrices. Coco finit sa vie désespérément seule, comme la petite fille qu'elle a été. Le dimanche 10 janvier 1971, dans sa suite du Ritz, Coco sent une douleur dans la poitrine. Elle sait alors que la mort est là. Elle demande à sa gouvernante de l'aider à s'habiller, se coiffer et se maquiller. Elle veut être impeccable. La veille, elle travaillait encore à sa nouvelle collection. Selon ses souhaits, Coco Chanel est enterrée en Suisse, à Lausanne, au cimetière du Bois de Vaux. C'est elle-même qui a dessiné sa tombe. Sa pierre tombale est ornée de 5 lions. 5 pour son chiffre porte-bonheur, et des lions, car c'est son animal fétiche, qui est aussi son signe astrologique. Elle a légué sa fortune à la fondation Koga, Ko pour Coco et Ga pour Gabriel, qui œuvre notamment pour soutenir les jeunes artistes, le soutien aux malades et l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris beaucoup de choses sur la vie de Coco Chanel ou sur la vie de Gabriel. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Partagez cet épisode le plus possible pour aider vos proches, vos amis, toute personne que vous connaissez et qui apprend le français. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vous avez aimé ce podcast et si vous aimez Coco Chanel. D'ailleurs, est-ce que vous étiez au courant que Coco Chanel avait collaboré avec les nazis? Je vous souhaite une très très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. C'était Carlito. Ciao!